messieurs, bonsoir. En ce début du mois d'octobre, quoi de mieux que de parler d'un sujet très d'actualité? La cueillette des pommes. Hein? On est là, là. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Paul Gagné du domaine Custeau, à Le Verger, qui est à Kenners Mills. Bonsoir, oui. Paul. Bienvenue. Merci. Au cours de la fin de semaine du 22 puis le 23 septembre, là, il y a quelques jours, il y a eu une activité très particulière, puis ça s'appelait, là, je vais le lire comme il faut, la route des vergers en fête. Oui, monsieur. Là, il y a 4 vergers, pas mal dans le même secteur, puis vous vous êtes regroupés ensemble pour souligner justement le temps d'aller cueillir ces pommes, c'est ça? Oui, oui. Mais d'où vient cette idée-là? On s'assoit, l'hiver, on s'assoit, puis là, on pense à ce qu'on peut faire la saison d'après pour justement pour se faire connaître, parce qu'on évalue qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas dans la région. Puis c'est bien de le savoir, au lieu d'aller cueillir à l'extérieur. Des fois, il y en a qui trouvent ça loin, puis il y en a qu'en sachant qu'il y en a plus près, bien, ils viennent plus souvent. Oui. Donc, là, il y en a 4 vergers. Là, vous êtes regroupés en 4, là. Puis ils sont 3 à Kenners Mills, puis 1 à Saint-Pierre. C'est bien ça? Alors, nomme-moi là, les 4 vergers. Là. OK. Le premier verger, c'est le verger Passion fruitée, Saint-Pierre-de-Bretonne. Ensuite, on a le verger des clochers, Kenners Mills. Kenners Mills. Le verger des cantons, à Kenners Mills aussi. Et le domaine Custeau, à Kenners Mills. Ça, c'est le tien, ça? C'est le mien. OK, c'est ton verger. Donc, vous êtes 4, là, puis vous avez fait une fête, puis pour que les gens aillent. Mais déjà, les gens, en tout cas, moi, j'y vais à la cueillette des pommes, puis c'est toujours très populaire. Hein? À la fin septembre, début octobre, là, on est dans la période idéale pour ça. Là. Oui, oui. Mais vous dites que c'est populaire, mais c'est pas encore assez connu. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que ça existe encore. Bien là, en tout cas, j'espère qu'ici, on va en parler. Puis je ne sais pas si les gens voient, là, mais justement, à ma gauche et à ta droite, on a un panier de pommes plus belles les unes que les autres, avec des produits à base de pommes. On va y revenir. Mais pour les 4, au début, en préparant l'émission avec toi, je t'ai demandé, mais comment qu'on fait pour se rendre dans les vergers? Et il y a une façon très simple. Vous avez un site Internet, www, je l'ai pris en note, là, la route des vergers. www.laroutedesvergers.ca. Et là, l'itinéraire de chacun des 4 vergers, les coordonnées. Et là, j'ai la preuve ici, dans les vergers, ou en tout cas la plupart, vous ne vendez pas ou vous n'avez pas juste que des pommes à offrir, vous avez des produits dérivés. Oui, oui, faites maison. C'est tous des produits qui sont faits maison et puis on a chacun nos produits différents. Je t'entendais dire que même chez vous, au domaine Custeau, vous avez même du jus de pomme. Jus de pomme. Pressé maison, là. Pressé maison avec c'est une presseuse à jus, là, mais quand même type artisanal. Et puis le jus, là, pas d'eau, pas de sucre, pas d'agent de conservation qui est ajouté, il est pur à 100%. Bon. Parfait, ça. Oui. Mais quand on va cueillir des pommes, c'est toujours plaisant d'y aller avec des enfants. Puis je pense que dans la plupart des vergers, vous avez prévu ça, hein? Vous avez des aires de jeu, puis... Oui. On a des aires de jeu, on a des balades en carriole aussi, carriole voiture, tracteur, là, pour les enfants, puis en même temps pour les adultes aussi, parce que moi, dans mon cas, on les monte, on les embarque, on les monte dans le haut du verger, puis en montant, en passant, on leur indique où sont les variétés qui sont prêtes. Oui. Et puis, on les laisse en haut, puis ils cueillent en descendant. Alors, les variétés, parlons-en. Ici, là, j'ai un panier extraordinaire, là. Il y a combien de variétés de pommes dans ce panier-là? Il y en a 12-13 à peu près. Ah oui? 12-13 variétés. 12, mais en tout, là, dans la plupart des vergers, là, on a comme une 30-35 variétés de pommes. Il y en a qui en ont 20, il y en a un autre qui en a plus. Il y en a un qui a des variétés que l'autre n'a pas. Oui. On a chacun
nos particularités. OK. Mais, pour comme ça, là, c'est quelle est la variété la plus populaire? C'est-tu la McIntosh, là, qu'on connaît, ou... Moi, dans mon cas, c'est la Ginger Gold. C'est pas une pomme que ça fait... Il y a la Ginger Gold, la Honey Crisp, puis la Cortland. Puis c'est pas une pomme que ça fait longtemps qui est connue, ça, là, la Ginger Gold. C'est une pomme... c'est une pomme jaune. C'est une pomme qui s'oxyde pas, puis qui est très bonne pour la cuisson aussi. Ah Fait que bon, oui, oui. c'est excellent. Puis au goût, là, c'est exceptionnel. On fait goûter ça au monde quand il arrive, là, puis ils s'en servent la Ginger Gold. 80 des téléphones que je reçois, c'est pour savoir si cette variété-là est prête. Ah bon, bon. Alors, comme moi, là, je suis un mangeur de lobo. Là, tu les as pas nommés, mais il y en a là, dans le panier. Oui, Il va falloir que je les découvre. Là. Oui. Si je veux y goûter, là, comme il faut. Oui. Bon. Ça, c'est l'avantage d'aller chez vous, d'arriver. Puis si quelqu'un dit, ben moi, là, j'aimerais ça faire de la compote, là, puis c'est quelle sorte de pomme qu'il faudrait que je prenne? Là, vous autres, vous êtes des experts dans ça, puis pas de problème. On est capable hein? de diriger le monde, oui. Il n'y a pas d'inquiétude là-dedans. Et tu me disais tout à l'heure que vous avez même retenu les services d'un agronome qui fait le tour de vos vergers pour prévenir des problèmes ou pour améliorer les rendements ou tout ça, là. Oui. On a un verger, puis il y a un peu plus que la moitié des vergers de la région Chaudière-Appalaches qui n'en ont pas d'agronome. Fait que les arrosages, oui, peuvent être bien faits, mais je ne garantis pas là-dessus. Nous, avec le dépistage qu'il fait à toutes les semaines, ça s'appelle le PFI. C'est une production fruitière intégrée. Donc, il y a un dépistage qui est fait à chaque semaine pour savoir les arrosages qui s'en viennent, c'est quoi qu'il faut faire. Puis, on met que les produits nécessaires. On n'en met pas au cas où ou trop pour rien. On met que ce qui est nécessaire. Okay. Rien de plus. OK. Et la cueillette des pommes débute à peu près... est-ce que ça débute au début septembre puis ça va jusqu'où à peu près? Oui, là? monsieur. Là, on est au début d'octobre. Je dirais que cette année, ça a commencé à la fin juillet. À cause des chaleurs puis du soleil? Non, c'est toujours comme ça, C'est des variétés qui sont hâtives. C'est la pomme blanche. Ah bon? La pomme blanche, après ça, on enchaîne avec la melba. Il y a des pommes qui sont très hâtives. Comme moi, là, qui est un amateur de lobo, je le sais que c'est toujours à la fin septembre. Elle est prête, là. Elle est prête depuis une couple de semaines, là? Non, pas une coupe. Je dirais peut-être une semaine. Mais on est en avance cette saison-ci. Oui, à cause des chaleurs. OK. Puis, oui. Et ça va se poursuivre jusqu'à quand, là? On est au début d'octobre, là. Les gens nous écoutent, là, puis ils ont l'eau à la bouche. Ils ont juste envie de croquer d'une pomme. Ils peuvent-tu y aller? Ah oui, certains. Pas juste la fin de semaine, dedans, là, hein? puis tout est prêt, là. Fait que c'est le temps. Pas juste les fins de semaine, là? Non. Il y a des vergers qui sont ouverts juste la fin de semaine. Puis il y en a d'autres, comme dans mon cas, c'est ouvert 7 jours sur 7. OK. Dans mon cas, puis il y a aussi le verger des Cantons qui est ouvert 7 jours sur 7. Puis le verger des Clochers aussi. Donc, les 3 de Kenner sont ouverts 7 jours sur 7. 7 sur 7. Celui de Saint-Pierre, il y a des... Oui, il y a des heures. C'est le vendredi, samedi, dimanche. Bon, OK. Alors, de toute façon, les gens qui nous écoutent n'ont juste à aller sur le www.laroutedesvergers.ca. Oui. Puis la route des vergers, tout ensemble. Oui. Ça fait juste un mot. Et là, ils vont avoir les coordonnées, l'itinéraire, tout est là. Oui. Donc... Oui. Puis tout ce qu'il y a à faire dans chacun des vergers aussi, c'est indiqué. OK. Alors, s'il y a des aires de jeu, s'il y a des aires de jeu, s'il y a des produits... oui, puis est-ce qu'il y a de la dégustation aussi possible? Oui, okay. La dégustation de produits, il y a des petites cuillères, le monde goûte, c'est de mise, là. Idéalement parlant, ça peut aller jusqu'où? Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au mois de novembre pour les pommes? Ou... Idéalement, ça serait mais ça doit dépendre encore une fois de la température. Je dirais peut-être plus certain la troisième d'octobre. Mais il ne faut pas qu'il y ait de grosses gelées. Quand on parle de grosses gelées, ça peut geler. Mais c'est les grosses gelées, là. Là, à ce moment-là, la pomme... Ça vient attaquer la pomme, ça. Ça vient attaquer la pomme. Mais il peut y en avoir de la gelée, là.
mais il ne faut pas que ça soit une grosse gelée. Puis vérifier aussi, parce que des fois, à Thetford, c'est pas toujours la même température qu'il y a à Canaire. Ouais. Des fois, c'est différent. Fait que, puis même, je dirais qu'en hiver, il fait un petit peu plus froid à Thetford qu'à Canaire. Qu'à Canaire? Oui. Bon. Puis, mais est-ce que vous autres aussi, bon, vous préconisez la cueillette, l'autocueillette, mais est-ce que vous en cueillez aussi, puis que les gens pourraient arriver puis acheter un panier? Oui. Ils ne sont pas obligés d'arriver puis de dire ah ben moi, là, puis il y en a qui ont peur de grimper, mais on ne grimpe pas, hein? Est-ce que vous avez des perches, là? Puis, Oui, il y a le verger des clochers qui a des perches. J'ai vu ça qu'il y avait des perches. Moi, j'en ai pas, mais moi, j'ai des escabeaux. Ah bon. Et puis, La cueillette est facile, mais est-ce Oui. que vous autres, vous faites de la cueillette même pour justement répondre aux besoins du client qui arrive chez vous et qui veut juste acheter un panier? Oui, oui. OK. Puis même des fois, si on n'en a pas, ou de la variété qu'il veut, asseyez-vous, on va aller vous chercher ça. Est-ce que c'est toujours au poids aussi, là? Oui, sauf au panier. Oui, Au panier, bien il y a sûr, un oui. prix, puis au poids, sinon, OK. c'est... Et dépendamment des variétés, là, on a parlé qu'il pouvait y avoir une trentaine et plus de variétés. Bon, moi, si j'arrive chez vous et que je veux acheter une sorte de pomme, est-ce que je vais la payer plus cher parce qu'elle est plus populaire ou c'est le même prix pour... C'est le même prix, sauf pour ceux qui fournissent des épiceries. Il y a une variété qui n'est pas le même prix. C'est bon, OK. c'est la Honeycrisp parce qu'elle demande des soins particuliers. Ah, bon, OK. Oui, Bon, oui. OK. Plus d'ouvrages, beaucoup plus d'ouvrages. Bon. Donc, si les gens nous écoutent, là, on arrive à la fin de l'entrevue. Alors, je répète le site Internet. Je pense que c'est la meilleure façon de vous localiser tout le groupe. Oui. Donc, www.laroutedesvergers.ca. Vous avez les heures, vous avez les coordonnées, vous avez l'itinéraire, comment s'y rendre. Bon, à Canneuse Mill, ça ne doit pas être très, très difficile de trouver l'un ou l'autre des trois vergers, mais ça, je vous laisse le choix de choisir. Alors, Paul, bonne cueillette, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur écoutez bien ça, là, Megantic English Speaking Community Development Corporation. Est-ce que c'est bien, Brian? C'est très bien. Gignac? Très bien. Bon, excuse mon anglais. Il n'y a aucun problème. Alors, on connaît l'organisme dans le milieu, là, c'est MCDC. Hein? Oui. MCDC? Oui, MCDC, OK. puis les gens se sont habitués Oui. après plusieurs années de l'entendre, puis... Mais toi, là, t'es nouvellement directeur, là, hein? Oui, en fait, ça fait 6 mois que j'ai pris le poste de la direction générale. Donc, la MCDC, c'est un organisme, ça fait 18 ans qui œuvre déjà dans Depuis 2000? Oui, déjà depuis novembre 2000 qui œuvre ici sur le territoire. Mais quand je parle de territoire, c'est pas nécessairement seulement la MRC des Appalaches. On va parler de l'érable, on va parler aussi de l'Aubinière. Ah mon Dieu, t'as un vaste territoire. C'est un vaste territoire parce qu'il y a quand même des pochettes de communautés anglophones un peu partout dans la Chaudière-Appalaches. Oui. C'est que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire la promotion puis du bien-être de la communauté anglophone. Mais il y a à peu près combien d'anglophones sur ton grand territoire, là? On parle environ peut-être 5 à 600 anglophones. Ah oui? Dans la MRC des Appalaches, c'est 1% de notre MRC, donc environ 480... On les retrouve sur le territoire de la MRC des Appalaches, là, on les retrouve à quel endroit particulièrement? Thetford, Kinners Mill, ça c'est vraiment les Appalaches. À l'extérieur, si on va aller à Inverness, qui fait partie de l'érable. Oui, c'est mais ça. quand même nos voisins, puis après ça, Sainte-Agathe-de-Lobinière. Ah oui? Oui, quelques communautés anglophones, des Campbell, qui sont là depuis de nombreuses années sur le territoire. Alors, toi, là, tu es en poste depuis quoi? 5-6 mois, 5-6 mois, oui. Bon. Toi, je t'ai connu, tu étais à la Société de développement économique. Ensuite, tu t'es en allé au E2RT. Oui. Et là, on te retrouve au MCDC. C'est quoi qui fait que on te retrouve là? Ben en fait, la MCDC, c'était mon premier employeur quand j'ai terminé mes études universitaires. Ah bon? Oui. C'est qu'à ce moment-là, j'étais coordonnateur jeunesse. C'est là que j'ai fait mes premières rencontres vraiment dans le domaine communautaire, social. C'était vraiment mon premier employeur. Puis là, il y avait une opportunité qui s'est présentée. Puis j'ai dit, j'avais aimé ça l'expérience.
Je vais y aller, mais là, je vais y aller à titre de gestionnaire. OK. Donc, c'est un Donc, très beau défi. on peut supposer facilement que tu es bilingue. Oui, en fait, c'est ma première langue. J'ai eu le privilège de faire mon primaire, secondaire en anglais. Mais après ça, j'ai fait le cégep en français, l'université en anglais et également en français. C'est que pour moi, ça. OK, alors, comme on dit, tu switches des langues. Oh, oui. Switch header. Oui, je peux OK. naviguer assez facilement dans les deux langues. OK. Et vous êtes combien d'employés? Parce que là, toi, tu es permanent, là. Oui. C'est ton ouvrage, là, à temps plein. Oui, à temps plein. En fait, l'équipe est composée de 6 personnes, En tant que ça? incluant, oui, la direction générale. Donc, quand on parle de la communauté anglophone, puis de son bien-être, puis promouvoir les services, donc on touche à plusieurs secteurs. On va toucher autant à la jeunesse. Quand on parle de jeunesse, ça peut être des programmes qu'on organise en collaboration avec l'école primaire et secondaire anglophone qui sont situés devant nos bureaux. Ces types de programmes-là, on va parler de bénévolat. On va parler de journées de carrière et aussi pour les faire découvrir la région, que c'est possible en tant qu'anglophone de rester ici dans la région puis se trouver un emploi. D'ailleurs, ce matin, on avait des visites d'entreprise avec un groupe de 24 étudiants de secondaire 4 et 5 qui sont allés faire de l'exploration, peut-être dire, bon, est-ce que je peux avoir une carrière ici dans la région? Puis oui, la réponse est oui. Bon. Puis là, tu as dit dans ta réponse que vous êtes situé en avant de l'école. Oui. Donc, vous êtes sur la rue Monet. Exactement, sur la rue Monet. C'est pour les gens de la région, c'est connu comme le quartier des Anglais. C'est stratégique pour nous de retourner là. Vraiment d'être en contact avec nos jeunes qui sont des membres de la communauté. On a toujours décidé, nous, d'avoir un lien privilégié avec l'école. Oui, c'est vrai que le quartier Mitchell, à un moment donné, les compagnies minières avaient ce qu'on appelle le guest house, là, les maisons d'invités, tout ça. Puis il y avait aussi la belle rue Coleraine, je pense, en arrière, oui, là, Coleraine. où il y avait des bosses, des mines. Là, la rue Hazel aussi. La rue Hazel, oui. Alfred. C'est vrai. Donc, c'est stratégique. Il y a encore beaucoup d'anglophones qui sont dans le quartier. Et quand tu parles là, bon, moi, au niveau implication dans le milieu, parce que je pense que depuis 18 ans, vous aidez les anglophones, mais vous êtes impliqué dans le milieu avec les francophones. Oui. Parce que moi, je prends un exemple, là, Mme Allen Verser, qui est une femme qui parle aussi bien français qu'anglais, qui a fait sa carrière d'enseignante sur le côté anglophone, mais qui s'est impliquée dans le milieu à un point tel que ses valeurs ont été reconnues. Elle a déjà été nommée la personnalité de l'année dans le cadre du Gala Zénith. Donc, ça en est une personne de la communauté anglophone qui s'est impliquée pour le bien-être de la population, mais en général, là, pas de langue. Là. C'était pas une question de langue. Puis Mme Vessus a toujours été une personne tellement proactive, impliquée dans la communauté. Elle a fait un de ses combats, outre l'éducation, le secteur de la santé. La santé. On peut penser à elle au niveau de la fondation de l'hôpital, que ce soit au CRDP, qui siège encore aujourd'hui, siège encore comme commissaire d'école pour la commissaire anglophone. Une dame très, très impliquée. C'est le type de bénévole, le type de membre qu'on retrouve dans notre communauté. Des gens impliqués. Un Peter Whitcomb aussi, que des gens ont pu connaître. Il n'a pas été le directeur de l'école? Il était le directeur. Oui. Il est très impliqué aujourd'hui, le conseil des aînés, le comité des usagers à l'hôpital. C'est des gens que, première langue en anglais, ils ont toujours œuvré, nous ont donné un coup de pouce, mais ont vu aussi beaucoup plus grand. Puis c'est ça aussi qui a forgé un peu, je dirais, l'ADN de l'organisme, qu'on a toujours tenté de faire des ponts avec la communauté francophone. Puis dès le début, il faut comprendre qu'on n'est pas là pour recréer nécessairement des services qui sont uniquement en anglais. Des fois, notre raison d'être est seulement de créer le lien avec l'organisme qui peut bien desservir notre membre, puis s'assurer que nous, on va faire la traduction ou l'interprète pour que les gens puissent bénéficier du service. Oui. C'est qu'on est là pour développer des partenariats. Oui. C'est l'objectif premier de l'organisation. Moi, ma femme, avec l'ITAT, a suivi des cours en anglais. Oui. Et son professeur, à un moment donné, Mme Sheffield, Thérèse, elle a amené sa classe chez vous. Oui.
et pour voir les services. Et ma femme me disait, moi, là, je lis des romans en anglais pour enrichir mon vocabulaire puis enrichir ma langue anglaise. Puis elle disait, je pourrais aller chercher des livres, là. Donc, les francophones, les anglophones, on peut être membre du MCDC? On peut l'être. Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'on a une belle petite bibliothèque communautaire. Puis, donc, il y a quelques centaines de livres qui sont là. Donc, on a des gens qui viennent en chercher sur une base régulière. Puis, oui, on a fait beaucoup d'ouverture avec la communauté francophone parce qu'on a des initiatives d'initiation à la langue anglaise. Autant pour les tout-petits, c'est un groupe qui appelle ça « Parents et petits ». Ça fait environ une quinzaine d'années que ça fonctionne. On fait des activités à la Maison de la Culture, le lundi matin. Donc, c'est des groupes entre, des fois, 9, 10, 12 enfants qui ont entre 3 ans et 5 ans. Donc, ils viennent apprendre un peu l'anglais, s'initier. Puis, c'est un beau moment parce qu'on demande soit aux parents ou aux grands-parents d'être présents. C'est qu'on a ce côté-là. Mais après ça, pour notre clientèle adulte, on a mis ici en place des clubs de conversation. Ah oui, OK. Donc, c'est pas des cours formels comme on voit apprendre les temps de verbe, etc. C'est vraiment de la discussion. Apprendre vraiment à communiquer. On a énormément de francophones qui participent parce qu'ils aimaient peut-être ça, partir en voyage. C'est que ça nous a ouvert une porte incroyable. Puis aujourd'hui, on a des gens qui ont participé à ces activités-là qui viennent, qui empruntent des livres, viennent à nos autres activités, comme des soirées cinéma qu'on va organiser à quelques reprises par année. C'est que les gens ont pris goût, même s'ils sont francophones, de dire « Oh, il y a une belle activité, je vais y aller, c'est une occasion pour parfaire mon anglais. » Ça coûte combien pour être membre du Mégantic Community Development Corporation? En fait, ça coûte rien. 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 C'est que on n'a aucun coût. C'est que les gens, c'est... Bon, ben alors, je vais poser ma question autrement, parce que comment vous faites? Tu ne travailles pas bénévolement, toi, là? Non, non. Alors, la MCDC, là, Oui. va chercher des subventions, de l'aide financière, à quel endroit? Bien, c'est beaucoup des subventions au niveau du gouvernement fédéral. Tout ce qui va toucher au niveau des langues officielles. Ah, OK. Donc, on reçoit du financement à ce niveau-là. On a aussi une fondation qui vient en aide à notre organisation. On reçoit beaucoup de financements aussi qui sont des ententes avec Santé Canada, vu qu'on a beaucoup au niveau de la santé communautaire. On n'est pas des intervenants dans un sens, on n'a personne qui fait le travail social. Mais on parle beaucoup d'animation, des activités axées sur la santé, sur la nutrition, ces choses-là, qu'on vient animer ce milieu-là. Donc, à travers ces bailleurs de fonds-là, ça nous permet d'embaucher nos ressources. Bien, là, vous êtes 6, tu m'as dit? On est 6, hein? on en reçoit aussi de l'Université McGill pour faire la promotion des carrières au niveau du secteur de la santé. Donc, on est quand même très, très varié dans nos sources de financement. Oui. Il faut comprendre que oui, on a quelques activités qui sont payantes, que ce soit peut-être une levée de fonds, quelque chose comme ça, mais la très, très grande majorité de nos activités sont totalement gratuites. Ça fait qu'on le fait vraiment pour permettre aux gens là, de recevoir un service et d'échanger entre eux. Ouais. Autres, là. Et je le disais tout à l'heure que, justement, l'organisme est très impliqué dans le milieu. Moi, je prends l'exemple de la Corporation de développement communautaire, puis vous êtes membre de la corporation, puis j'ai déjà eu une réunion où il y avait une représentante, justement, du MCDC qui était là, et puis qui a participé, puis qui a émis des commentaires très judicieux, même, je trouve. On est très actifs sur les comités francophones, parce que pour nous, ça devient des partenaires privilégiés. Des fois, si on regarde, on pourrait avoir un anglophone ou une famille d'anglophones qui décide de venir s'installer sur le territoire, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait la recherche, ils n'ont peut-être pas trouvé MCDC immédiatement, mais c'est peut-être une référence parce qu'ils sont allés chercher un autre service d'un organisme. Donc, c'est important que les gens soient sensibilisés puis qu'ils aient comme réflexe, quand que ça devient des communautés anglophones, il y a déjà un organisme qui est là. Il faut le voir que c'est un bel outil aussi de rétention pour des nouveaux arrivants. Ouais. Avez-vous un site Internet? Oui, c'est ben alors, allons-y, parce qu'il reste une vingtaine de secondes. www.mcdc.info. mcdc.info. Oui. Alors, si les gens veulent en savoir davantage, je les invite à aller à
www.mcdc.info. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Francophones, on va vous attendre avec les bras ouverts pour vous initier à la culture anglophone, puis même recruter des bénévoles. Bien, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le nouveau directeur du Mégantic English Speaking Community Development Corporation, Brian Gignac. J'étais pour le dire en anglais. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.